2, France Maghreb 2. À la une de ce grand forum pour ce mercredi 4 décembre, demain le jeudi noir, le jeudi 5 décembre, c'est le début de la grève générale. Soutenez-vous la mobilisation? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez aujourd'hui sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2. Vous pourrez nous dire dans un instant si vous êtes gréviste ou pas, si vous soutenez ou pas, au 01 40 33 9000 pour en parler avec nous. Philippe Boyaki, Tarek Mami et Rudy Kazi. Retour sur la résolution Maillard, adoptée hier par les députés, assimilant l'antisionisme à l'antisémitisme. Tarek Mami qui a rencontré Gilles Legendre, il a voté pour, il est le patron des marcheurs à l'Assemblée nationale. Et Éric Coquerel, il a voté contre, invité aussi à réagir. Michel Sibony de l'Union Juive pour la Paix tout à l'heure à 17h. Invité Sabrina de Charity Shop pour sa vente annuelle qui aura lieu ce dimanche 8 décembre. Et sans oublier, à la fin de cette émission, le quiz sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre LGF jusqu'à 18h. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est le grand forum. C'est parti jusqu'à 18h en ce mercredi 4 décembre. J'espère que vous allez tous bien, vous êtes en pleine forme. Pour m'accompagner aujourd'hui, monsieur Rudy Kazi. Comment ça va, Rudy? Ça va Christophe. J'aime bien, il s'est empressé, il s'est jeté sur le micro. Je savais pas lequel prendre. Oui, prends un micro, on s'en fout, t'inquiète, voilà. Ils prennent les deux. Pourquoi il est centriste? Quelque chose de ce genre. Non, c'est les forces républicaines, Rudy Kazi. Voilà. Bah, c'est ça. Ce n'est pas un parti politique. Non, qui est un think tank. De réflexion. Un think tank. Et vous l'entendez évidemment derrière lui, Philippe Boyaki. Comment ça va, mon Fifi? Salam alaikum, Kouchid Becher. Ça va, est-ce que vous êtes prêts pour la guerre, les gars? The war? With who? Demain, parce que demain. Oh là 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 là. les médias nous annoncent un jeudi noir. Ouais. On nous survend la grève générale de demain. Ah, mais ils ont raison, là, c'est pas la survente, il va y avoir du peuple. Hein. Alors, est-ce que vous la soutenez, cette mobilisation? C'est la question que l'on vous pose sur Facebook, France Maghreb 2. Sur Twitter, le grand forum FM2, vous nous appelez aussi pour nous dire si vous êtes gréviste. Pourquoi vous faites la grève? Vous la faites pas d'ailleurs. 01 40 33 9000 pour nous dire. Vous votez, vous êtes 90%, 88% exactement sur Facebook à dire je soutiens la grève. Et vous êtes 67% sur Twitter, le grand forum FM2. Facebook, France Maghreb 2, Twitter, le grand forum FM2 pour voter, bien sûr. Je tenais juste à faire une petite précision, j'en ai parlé sur la page Facebook Christophe le grand forum tout à l'heure, par rapport à l'émission d'hier, consacrée à l'Algérie. Et aux élections algériennes, nous recevions hier les représentants des candidats. Vous pourrez réécouter d'ailleurs les interventions tout à l'heure entre 18h et 20h. On a reçu plein de messages. Oui, vous cautionnez... vous êtes complice du système. Ouh là là, il faut juste se détendre un peu, les amis. Nous sommes un média, donc à ce titre, nous relayons un événement qui se déroule en Algérie, c'est le 12 décembre. Les Algériens qui ne veulent pas aller voter, ne vont pas voter. Les Algériens qui souhaitent aller voter, ils vont voter, tout simplement. Ça s'appelle le respect. Ça s'appelle la démocratie. Il va falloir apprendre, hein. Et on me reproche de ne pas avoir invité des représentants de Hirak. Il faudrait juste me les présenter. Personnellement, j'en connais pas. Le Hirak, c'est un peu comme les gilets jaunes. C'est tout le monde parle pour tout le monde, mais il n'y a pas de représentants. Donc voilà, tout simplement. Donc il ne s'agit en aucun cas de cautionner ou de ne pas cautionner, mais de relayer tout simplement. N'allez pas comme ça vite en besogne et dans les invectives, parce que voilà, ça ne fera avancer personne. Et puis, vous savez, l'actualité, c'est pas ce que l'on pense uniquement. Voilà, dans cette émission, on parle de tous les sujets, on partage tout, y compris, vous connaissez notre côté démocrate que nous sommes, et nous sommes pro-élection dans tous les pays, hein, parce que c'est le côté républicain. C'est un devoir. Après, et puis il se trouve que elles sont contestées pour quelques-uns des Algériens. Ils ont le droit, c'est légitime, il n'y a pas de problème, mais ne venez pas nous reprocher à nous d'en parler, parce que c'est notre devoir de relayer, tout simplement. Voilà, parenthèse refermée. Rudy Kazi, est-ce qu'il soutient la mobilisation de demain? Alors, par rapport à la mobilisation de demain, c'est un peu compliqué parce que aujourd'hui, en fait, on sait que c'est une mobilisation qui se met en place particulièrement par rapport, notamment, à la réforme des retraites.
mais qui est aussi le réceptacle, on va dire, de toute la grogne populaire de la France des derniers mois. Ouais. Les gilets jaunes en tête. Bien évidemment, tout ce qui va toucher aux personnes qui vont être tributaires, on va dire, du changement de la réforme des retraites pour une retraite universelle, mais aussi bien les étudiants, le personnel hospitalier, les enseignants et peut-être même éventuellement les chauffeurs routiers. Donc oui. du point de vue de la grogne populaire, moi je la soutiens. Les pompiers, c'est que les pompiers sont mobilisés place de la République depuis et puis ça fait un moment, ça fait un moment qu'ils sont mobilisés depuis plusieurs mois. Même certains syndicats de police aussi. Ouais. Maintenant, moi je trouve que c'est vraiment le moment où il faut porter au plus haut les revendications d'un peuple qui souffre, qui est acculé par on va dire une gouvernance, je dirais, défectueuse sur le plan économique, puisque la réalité c'est que si nos pays avaient pris, on va dire le bon pli, la bonne orientation en termes de réforme sur le plan économique, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, par exemple, par rapport à la réforme des retraites, l'objectif concrètement, c'est de savoir en fait à qui faire supporter la résorbation du déficit public. C'est ça en fait. Donc c'est soit en fait on table en fait sur l'âge, soit on table sur la taxation des pensions de retraite, ou alors c'est les générations futures qui vont payer. Oui, donc, c'est pour eux surtout, voilà. Parce que demain les gens qui vont manifester dans les rues sont pas forcément concernés par le régime de retraite. Hein. Exactement. D'ailleurs, cette réforme des retraites, s'il faut en dire un mot, plus techniquement parlant, parce que c'est assez compliqué. On n'a pas trop d'éléments, Rudy, quand même, parce que demain on va faire grève, mais on sait pas trop pourquoi finalement, parce que le gouvernement n'a pas franchement détaillé. Ni annoncer la couleur, on se base sur un rapport de Levoy, c'est tout. Mais il y a deux écueils en fait, parce que c'est vrai que tout ce qui est relatif au système des retraites, c'est très technique. C'est là on tombe en fait dans la tambouille administrative. Le système à points. Et par contre, c'est ça. Et par contre, de l'autre côté, c'est vrai que le gouvernement a la responsabilité de pas suffisamment avoir fait preuve de pédagogie pour bien expliquer de quoi il en retournait. Donc, il en résulte de ça une incompréhension. D'ailleurs. Voilà, et en plus une incompréhension due aussi au couac entre Jean-Paul Delevoye et le Premier ministre et aussi Emmanuel Macron, qui a eu tendance malheureusement à exacerber les tensions autour de ce qu'on appelle donc la clause du grand-père. Et concrètement, c'est quoi la clause du grand-père? Concrètement, c'est en fait... C'est Philippe Boriaki. C'est c'est ça, un sacré tacle, ça. Quoi qu'il a pas les cheveux blancs encore, donc... Mais ouais, concrètement, c'est quoi? C'est ce passage, en fait, de l'ancien régime au nouveau régime universel, avec une application en 2025 pour les personnes qui arrivent sur le marché du travail en tant que nouvel employeur. Donc ça fait peur à tout le monde, employé pardon, oui, effectivement. Donc ça fait peur à tout le monde parce que en fait cette clause du grand-père elle pourrait empêcher donc à certains en fait de conserver en fait leurs acquis sociaux et en tête les agents de la SNCF particulièrement par rapport à leurs régimes spéciaux de départ à la retraite plutôt et d'autres types d'avantages. Donc il en suit une sorte d'incompréhension parce que quelque part cette réforme des retraites il faut la mener. Et la France a un taux moyen de départ à la retraite de 60,8 années, ce qui est 4 ans de moins que la plupart des autres pays de l'OCDE. Donc ça veut dire que tout le monde pense qu'il faut travailler un peu plus. Mec, hein. Ouais. Ça veut dire que les autres pays pensent. Ça veut dire que les autres pays pensent qu'il faut travailler un peu plus pour faire supporter aux autres le déficit plutôt que de le faire payer en fait aux générations futures et aussi de le faire payer aux personnes âgées ou bien de le faire payer par des prélèvements obligatoires qui vont augmenter, ce qui va baisser le pouvoir d'achat, ce qui va aussi empêcher aux entreprises d'embaucher plus, etc. Donc on va continuer avec des crises du travail. Je pense que la réforme des retraites elle est obligatoire. Maintenant, je pense que le gouvernement a peur de la manière dont il présente les choses. C'est pour ça qu'il ne le présente pas de façon directe, à la différence de Jean-Paul Delevoye qui lui n'est pas un politique au sens concret du terme, qui lui en fait dit les choses concrètement, quitte à créer des couacs. Donc on doit y aller. Maintenant donc, il faut bien présenter les choses. Soutien ou pas? Moi je soutiens la grève par rapport au mouvement social et par rapport au climat social en France. Mais par rapport, oui mais parce que la grève c'est pas que la réforme des retraites, c'est un peu un climat social délétère en France et que Emmanuel Macron paye notamment avec les gilets jaunes, etc. Mais par contre, la réforme des retraites, il faut la faire, mais il faut mieux l'expliquer aux gens. Oui. Tarek Mami, bonjour. Bonjour Christophe. Comment ça va? Bonjour à tous. Bon, alors, on va accueillir une gréviste. Bonjour Sakina.
Et c'est Salima. Salima, J'ai pardon. déjà oublié. Bonjour Salima, prof d'anglais. Salam alaikum à tous tes invités. Alors moi je ferai partie des grévistes demain. On est bien organisé parce que pour se rendre à la manifestation, donc je suis professeur d'anglais, pour se rendre à la manifestation, le SNES FSU a prévu des cars, donc dans différents coins du 92. Donc la manifestation partira de Gare de l'Est jusqu'à Nation. Ah bon, c'est Gare du Nord, non je crois. C'est Gare du Nord le départ de la manif. Alors nous l'info qu'on a eue pour le SNES, alors je sais pas si peut-être que les professeurs partiront d'un autre endroit. Ouais. En tout cas c'est l'information alors, qu'on a eue. Salima, pourquoi vous faites grève demain? Alors moi je fais grève parce que ce qui est absolument effrayant, c'est que j'ai calculé la retraite que j'aurai et ça fait vraiment peur. Par exemple, un enseignant donc qui aura travaillé 43 ans va se retrouver avec 953 € de moins sur sa retraite. Et moi j'ai calculé et je me suis rendu compte que j'allais me retrouver avec le salaire que je percevais en début de carrière. Et quand j'ai démarré il y a bientôt 20 ans, on avait à l'époque 1300 € par mois. Donc je me dis qu'après toutes ces années d'études, c'est quand même très très rageant, d'autant plus qu'à l'époque les concours étaient beaucoup plus difficiles à obtenir puisqu'il n'y avait pas autant de départs à la retraite et il n'y avait pas une telle demande d'enseignants. D'accord, donc, Salima, voilà, dites-moi, est-ce que... je manifeste pour ça, ouais. Et surtout, nos salaires sont gelés depuis très très longtemps, et même lorsqu'on se fait inspecter, on pouvait progresser relativement rapidement à l'échelon supérieur, et là on se rend compte qu'il y a un système de pourcentage, il n'y a que 30% d'enseignants, qui gravissent l'échelon supérieur, donc on nous fait stagner le plus longtemps possible au dernier échelon. Salima, voilà. est-ce que la grève à laquelle vous allez participer demain est reconductible? Alors honnêtement, je vais pas vous mentir, je ne sais pas, si ça va se poursuivre. En revanche, je déplore que dans mon établissement, il y a très très peu de collègues qui le fassent parce que certains considèrent que ça va pas changer grand-chose. Mais je me demande s'ils ont pris conscience qu'ils allaient vivre comme des miséreux une fois qu'ils allaient se retrouver à la retraite. Donc je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Très bien. Merci beaucoup Salima en tout cas pour votre témoignage et donc demain soyez prudente. Donc vous allez pouvoir y aller en car. Parce que je me disais, je demandais à... En fait, avec la trottinette électrique, ça aurait été un peu compliqué. Non, mais je disais à mon pote Philippe tout à l'heure, je dis mais comment ils vont faire les gens pour venir? Mais non, t'inquiète pas, ils ont affrété des cars, etc. Parce qu'il n'y a pas de transport. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y aura 11 lignes de métro fermées demain. Et ça risque de commencer même ce soir, parce que la grève débute officiellement à 19h. Donc on a intérêt de se dépêcher mon cher Rudy si on veut rentrer à la maison ce soir. Oui. De pas traîner, après 18h on se casse. Surtout qu'il fait froid là. Ah oui, en plus. Il faut 3 degrés à Paris. Oui. Je sais pas combien il fait à grande Marseille. banlieue, je vous explique même pas. Je sais pas combien il fait à Marseille, mais à Paris il fait 3. Oui. Merci en tout cas Salima. Bonne soirée, et merci à vous. 01 40 33 9000. Est-ce que monsieur Bouriaki Quand vous m'avez pas posé la question, cher Christophe. Attendez, ça va venir. Attendez, soyez patient. Je vous donne ma réponse. Monsieur Bouriaki. Les dossiers sont prêts. Est-ce qu'il soutient la grève, la mobilisation de demain? Et comment que je la soutiens? Alors moi je voudrais rebondir sur certaines choses que j'ai entendues de la part de mon ami monsieur Rudy Cazé. Des fausses choses qui ont été dites. Des fausses choses, vraiment. On dit pas qu'il faut absolument faire la réforme des retraites. Alors, quand on veut aligner... tu m'entends là Oui, je t'entends. Dans l'appareil ou dans la machine? Ouais, dans la machine. On essaie de nous opposer en disant, vous vous rendez compte, il y a des nantis, il y a des privilégiés qui partent à 52 ans et qui touchent des 3700 € en moyenne. Alors, je sais pas où est-ce qu'ils ont leurs chiffres. Je peux t'assurer que ceux qui vous disent ça, ils vous mentent. Premièrement, effectivement, lorsque tu es un agent de la SNCF ou de la RATP et d'autres corporations, dû à la pénibilité du métier, je tiens à dire que tu travailles en horaire décalé, que tu travailles 7 jours sur 7, que les vacances en famille tu les fais une fois tous les 4 ans, tu travailles quasiment 20 week-ends par an, horaire du matin, horaire de nuit, etc. On peut nous dire bah ouais vous n'étiez pas obligé de le faire, oui mais on l'a fait parce que justement il y avait dans le deal, dans le contrat, certains avantages que tu récupères par rapport à cette pénibilité. Vous voyez? Donc là il y a une modification du contrat de travail qu'il faut rediscuter. Ça c'est un premier point. Deuxième point, ça concerne combien de gens en vérité en France? Ça concerne 300 000 personnes. Par contre, il y a un portable qui me dérange là. Ah, c'est pas le mien. Voilà, c'est mieux, merci. Non, c'est pas lui. Bon, je sais pas, il y a un portable qui fait... Il est en train de charger tout ce qu'il n'a pas chargé depuis 10h du matin. Bon, Philippe, donc je sais qui c'est. Donc ça concerne 300 000 personnes en France. Et quand tout à l'heure on a parlé de déficit public, et ben là, moi Rudy, permets-moi de rebondir là-dessus et te dire que justement les régimes spéciaux ne sont pas déficitaires. Ils sont bénéficiaires.
ils s'auto-alimentent tout seuls et c'est eux qui payent leur retraite. C'est-à-dire que ce n'est pas avec votre argent, avec vos cotisations du privé ou du public que vous payez les cotisations des régimes moi, j'ai spéciaux. pas dit ça, hein. Non, mais j'entends bien. Non, mais je voudrais juste faire. Tu l'entends bien, mais tu dis ce que j'ai pas dit. Non, j'ai pas dit ça, Rudy. Je dis juste que je parle pour toutes les inepties que j'ai pu entendre ces derniers jours sur les médias macronistes. Je ne m'aurais pas les BFM, les CNews et tout le team. Bon, ils ont assez de pub, hein, c'est pas la peine de rajouter. Hein. Non, mais oui, mais c'est bien que vos auditeurs entendent que eux, ils racontent des sottises exprès pour vous, pour nous opposer les uns aux autres. Et je vais vous dire pourquoi ils veulent casser les régimes spéciaux. Pas pour une histoire d'égalité, parce que si on parle d'égalité, moi, j'invite messieurs et mesdames les députés de la République à voter immédiatement le même régime que les autres, parce que lorsque vous êtes député, au bout de 5 ans, dès que vous prenez votre retraite, vous touchez 1500 euros, et c'est 1500 euros en plus par mandat supplémentaire. C'est-à-dire que si vous faites 3 mandats, c'est 4005. Donc ça, on peut en parler. 3 mandats, c'est 15 ans. On va peut-être penser à la reconversion. Surtout quand on voit le niveau de Meyer Habib, on se dit que tout le monde a sa chance. Hein. Ouais, alors là, je vous laisse libre de Sachant vos que tu propos. peux arriver à la députation, on sait jamais. Hein. Je m'arrête au municipal, je vais pas plus loin, je vous le promets. Mais, pour revenir à la chose suivante. Le plan Macron, le plan Attali, d'ailleurs c'est le projet de loi Attali, je vous rappellerai que Macron était le rapporteur de la commission Attali, hein, vous vous rappelez, ça revient 2008, oui, commandé par qui? Par monsieur Nicolas Sarkozy. Voilà. Bon, non, c'est pour ça que c'est la même chose là, les Sarkozy, les Hollande, les Macron et les compagnies, c'est la même compagnie. Alors, je voudrais vous dire la chose suivante, que si et d'ailleurs c'est ce qu'ils veulent, privatiser la RATP et la SNCF, vous êtes obligé de casser les régimes spéciaux, sinon il n'y a aucune boîte qui peut en faire l'acquisition. Et ils veulent prendre la manne bénéficiaire des régimes spéciaux pour l'intégrer au régime général. Et je voudrais parler à la population qui se dit ouais mais moi on va me calculer sur mes 25 meilleures années alors que j'ai eu 50 années de merde, donc forcément c'est 25 années de merde et je m'en excuse, mais il faudrait plutôt qu'on tire les choses vers le haut. Alors je veux bien entendre que ouais mais du coup ça va relancer la machine, l'économie, etc. Mais depuis 50 ans les politiques elles sont menées sur cet effet de levier de la croissance et ça ne fonctionne pas. Il faudrait peut-être agir de façon différente, de façon plus raisonnée et raisonnable. Lorsqu'on délocalise nos emplois, lorsqu'on fait vendre nos fleurons de l'industrie, mais je parle de Siemens par exemple, d'Alstom, tous ces fleurons qui sont en train de démembrer les uns après les autres en fin de compte les grosses compagnies rachètent, font des restructurations, on licencie et en fin de compte on achète quoi? On achète la technologie et les brevets. L'humain on ne l'achète pas. Alors maintenant, mes amis, ça suffit d'être individualiste, ça suffit d'être les uns contre les autres. Ça ne fait que leur jeu. On n'a pas compris si vous êtes pour la retraite ou contre la réforme ou pour cette grève. Je suis contre la réforme. Je suis contre. C'est plus simple. Oui, parce que j'essaie de suivre. Oui, mais faut suivre depuis le départ, monsieur Mamie. Parce qu'on pourrait parler, par exemple, des avantages que vous avez, vous, les gens de la presse, par exemple. On va en parler. On pourrait en parler sur la réduction de 50% d'office de. Ah non. Monsieur Mamie. Lorsque vous faites vos déclarations, si vous touchez à 100 000, vous déclarez 50. Et puis après, vous êtes je serais heureux. Non, mais on va faire quelque chose. Ah, c'est parti. Vous m'envoyez le lien, je le mets sur le site de la radio. D'accord. Et l'année prochaine, j'enverrai pour ma déclaration. La totalité. Ce lien en disant, monsieur Boracci dit que j'ai droit à un abattement de 50%, mais je ne paye que ça. Et s'il faut payer plus, vous reviendrez vers monsieur Boracci. Faut pas dire n'importe quoi, quand même. Si, monsieur Mamie. Vous avez pas des avantages avec votre statut de presse? On a un abattement forfaitaire de 7500 €, quel que soit le montant qui est resté, qui était applicable à tous les revenus de journalistes, y compris ceux qui touchent 1 million d'euros par an, et qui a été rabattu. Il n'est plus valable que pour les journalistes qui touchent moins de 6 000 € par an. Donc, c'est par mois. Si vous touchez comme journaliste, ça rentre là. Si vous touchez, c'est ça. Si vous touchez 6 000 € par an, ça vous fait 50 000 euros et vous défalquez 7 500. Et si vous gagnez plus que ça, vous payez sur la totalité. Alors, c'est un avantage. C'est un avantage, mais arrêtez de dire n'importe quoi. C'est un petit avantage. Oui. Non, c'est un avantage important. Bon. Mais arrêtez de dire 50%, parce que ça n'a jamais été 50%. Jamais. Oh là. Ça a toujours été 7500. Eh, Bruno Mazur, t'es un vilain petit garçon. Parce que vous lisez les tweets et vous répétez, vous. Bruno Mazur, ça m'a l'air d'être quelqu'un qui est solide. Oui, il est solide, mais heureusement qu'on a eu l'éclairage de Tariq Mami. Alors, Tariq Mami, est-ce qu'il soutient la mobilisation de demain? Est-ce qu'il la comprend aussi? Alors, moi, je voudrais dire 3 idées qui sont larges.
La première, je soutiens la grève parce que j'estime que les ouvriers, les ouvrières, comme disait notre ami de Hello, Arlette Laguillet, s'ils font grève, ça veut dire qu'ils sentent le besoin et qu'ils ne voient pas d'autres moyens d'agir. Donc je soutiens, je comprends. Par contre, il faut dire un mot sur la réforme. La France vit depuis 1946 sur le modèle de la retraite mis en place par les communistes. Par le Conseil national. Oui, voilà, j'allais détailler ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire les résistants qui ont souffert, le général de Gaulle et les communistes. Et ils ont bien fait de prendre en considération à l'époque ce qu'on appelle les pénibilités, qui frappaient principalement le chemin de fer, mais aussi à l'époque les ouvriers de EDF qui montaient pas bien habillés, sur des poteaux pour mettre de l'électricité dans tout le pays. Sans sécurité. Mais il y a une différence quand même entre un maçon et un conducteur de train, pardon. Non, mais on va y venir, Christophe. Et donc, aujourd'hui, la première question qui se pose, est-ce que cette pénibilité est aujourd'hui vécue par les salariés et par les ouvriers comme elle était en 48? Non. Bon, si c'est non, donc on dit combien de degrés de pénibilité on peut tenir parce que ça reste pénible entre celui qui fait effectivement dans les trains et celui qui est dans un bureau. Et faire davantage. Deuxième chose, attendez. Ouais, mais je peux pas vous laisser finir. Mais c'est pas grave. La deuxième chose, c'est que c'est arrivé surtout après la période des 30 glorieuses, où l'argent rentrait dans les caisses. Et donc, on donnait en conséquence. Aujourd'hui, les 30 glorieuses sont derrière nous. C'est les 30 malheureuses que nous vivons dedans, voire on va rentrer dedans. Et donc le tout, c'est une question sur laquelle M. Juppé s'est cassé les dents. C'est comment adapter la réalité économique d'un pays à des avantages qui sont obtenus, parce que je vous rappelle que dans tous les pays du monde, il n'y a pas de retraite. La retraite, elle est principalement française, elle est principalement européenne. Allez faire un tour des États-Unis. C'est encore plus rare. Voilà, allez faire un tour du côté des États-Unis, de la Chine et de la Russie, et vous verrez la Russie ici, parce qu'elle a gardé le modèle soviétique. Donc, oui pour la grève. Oui, par la compréhension de ce qu'ils la font parce qu'ils souffrent. Oui, pour la réforme, mais il faudrait, pour la réforme en France, faire un vrai Grenelle, c'est-à-dire que ça discute pendant un an. Monsieur Mamie est d'accord avec moi. J'ai pas entendu, mais il faudrait un an de discussion, que tout le monde amène des thèses et on trouve une solution, et pas un gouvernement élu. Sortir le grand débat encore. Oui, ma thèse. C'est un autre moyen de protester que sans embêter le peuple. Moi, je te propose. Ça, c'est vieux comme le monde. Mais non. Je termine là, si vous permettez. Cher Philippe, et pas un gouvernement parce qu'il a gagné une élection, décide parce qu'il a une majorité, et l'autre gouvernement il viendra, il fait une autre majorité, ainsi de suite. Donc il faudrait le problème c'est la pédagogie. Le problème c'est il y a un manque de pédagogie. C'est aussi pour ça que le gouvernement a peur. Dans son programme des présidentielles, je tiens à rappeler qu'il avait évoqué ça. Non, mais il l'a évoqué pour lui-même. Il l'a pas évoqué pour le faire avec la société. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à la pénibilité. Est-ce que dans les années 40, être cheminot et dans les années 2010, c'est pas la même chose. Il y avait pas de TGV. Oui, d'accord. Il y avait pas de syndicat. C'était les charbons. Ouais, c'était charbon. Surtout le mec qui brûlait. Deux coups de volant, le train s'arrêtait. Là, vous écrasez ce que vous voulez, le train il continue encore une dizaine de kilomètres avant de s'arrêter. Moi, je peux vous dire par expérience, j'ai été machiniste receveur de 2003. Oui, je suis un ancien de la RATP, donc j'en parle. En fait, t'avances masqué, en fait, c'est ça. La RATP, vous êtes tout chaud dans le tunnel, donc c'est pas comme les cheminots qui vont traverser les Alpes. On arrive, je peux pas vous laisser dire des inepties pareilles. Comme moi tout à l'heure, je m'en excuse si j'ai dit inepties sur les 50%. T'excuses. Acceptez. Bon, ça marche. Bon, par contre, moi, je ne peux pas vous dire ça. Alors, je ne peux pas accepter ça. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, monsieur Mamie, lorsque vous êtes dans les tunnels des métros, vous savez ce que vous respirez? Les particules fines. Voilà. Plus toutes les particules d'amiante. Parce que vous savez que le freinage jusqu'à présent, il y a que quelques années où ça a été modifié, c'était des plaquettes d'amiante. Donc vous en prenez toute la journée. Vous prenez tous les gaz lourds. Mais je n'ai pas dit qu'il y a une pénibilité. Il faut la pénibilité pour les usagers aussi, parce que les usagers, les millions d'usagers la respirent aussi, on la respire tous. J'arrive. Il y a une différence entre un usager qui le prend 50 minutes ou 60 minutes, mais je ne nie pas que lui aussi. 2 fois par jour. Ou 2 fois par jour, d'accord, et quelqu'un qui le prend pendant 7h30 d'affilée non-stop. Et donc, dans ces cas-là, on peut calculer le rapport. C'est 5 heures, maxi, le service métro. Non, mais c'est pas vrai, c'est un mensonge sans nom. Mais qui j'ai un ami qui est métro, qui est conducteur. C'est 6h30, il y a les décalages, il y a les coupeurs, etc., mais il est toujours dans le métro, il est toujours dans le métro. Par contre, il y a un découpage là. Il y a un découpage chez la pub. Et ça, on n'y échappe pas, mon cher Boureki. À tout de suite.
Maghreb 2, France Maghreb 2. C'est France Maghreb 2, la radio, le grand forum, l'émission tous les jours 16h, 18h avec aujourd'hui mes amis Philippe Boriaki, Tarek Mami et Rudy Kazi pour nous accompagner. Bien sûr, on recevra une invitée tout à l'heure pour parler d'une vente qui aura lieu à Épinay-sur-Seine tout à l'heure, comme quoi dans cette émission on parle de tout. Donc demain, c'est la grève générale, vous l'avez compris, on en a largement parlé avec nos amis et vous, chers amis auditeurs, au 01 40 33 9000, vous continuez de voter sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2, pardon, si vous soutenez cette mobilisation, vous êtes 88% à dire oui sur Facebook, 67% sur Twitter, vous continuez de voter bien sûr. Mais pour l'heure, on va passer, messieurs, à un autre sujet. C'était l'actualité d'hier à l'Assemblée nationale. En effet, la résolution Maillard a été adoptée, et plutôt bien adoptée d'ailleurs, à l'Assemblée nationale hier. Nous avons parmi nous Madame Michèle Sibony de l'Union Juive pour la Paix. Bonsoir Madame. Bonsoir. Bienvenue sur France Maghreb 2. Alors tout simplement, en guise de première question, quelle est votre réaction ? Écoutez, je trouve ça un peu lamentable. D'abord, elle n'a pas été si bien adoptée que ça, cette résolution. Moins de la moitié des députés de l'Assemblée nationale se sont exprimés. Une énorme abstention qui montre beaucoup de courage. Vous apprécierez l'ironie. Sinon, sur le fond, c'est une décision qui a deux dimensions. Une dimension internationale et une dimension nationale, je dirais. La dimension internationale, c'est qu'on rentre dans... on vient de rentrer avec cette adoption de la résolution dans un dispositif européen de protection contre toute critique d'Israël. Ce dispositif européen a été mis en place par le lobby pro-israélien qui s'était introduit dans l'IHRA, l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah, et qui avait pondu une définition qui servait à assimiler antisionisme ou un certain type de critique d'Israël avec de l'antisémitisme. La France vient d'entrer dans le dispositif après l'Allemagne, après l'Angleterre. Donc on a une dimension absolument extraordinaire, c'est-à-dire on a fait voter à des députés français un programme européen de protection d'Israël, ce qui est absolument inadmissible, bien entendu. Dans la dimension nationale, ce qu'on a fait avec le vote de cette résolution contre l'avis de la CNCDH, de la Commission nationale, j'ai oublié, consultative des droits humains, oui. C'est qu'on a placé l'antisémitisme au-dessus de toutes les autres formes de racisme en France, dans un moment où la France subit des formes de racisme nombreuses et toutes les unes autant que les autres, aussi dangereuses. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé l'antisémitisme en situation d'exception. C'est-à-dire, les Juifs, il faut les protéger plus que les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils sont liés à Israël. Donc on produit ce qu'on soi-disant on veut éviter. Soi-disant dans ce pays, on veut éviter l'amalgame entre Juifs et Israël. Tout est fait par nos politiques, par notre gouvernement, pour fabriquer cet amalgame, et ça c'est un amalgame d'abord antisémite, et ensuite qui nous retombera à nous, les Juifs, sur le dos. C'est une évidence. Tarek Mami, question que je vous pose oui. Très concrètement, est-ce qu'on est passé à, même si c'est symbolique quand même ce qui s'est passé, parce que ça va réellement... C'est pas symbolique. Ça va pas changer grand-chose. Je vous expliquerai après l'intervention de Madame Sibony pourquoi c'est symbolique que ça. Mais est-ce qu'on peut considérer là qu'on est passé dans un état totalitaire ? Alors, tout à fait. J'ai assisté moi hier à la totalité des débats. C'était kafkaïen. C'était dans une non-France que je connais pas. D'abord, le parti majoritaire, il y a à peine un tiers qui ont participé au vote. Sur 303, il y a eu 74 ou quelque chose comme ça. Deuxième chose, c'est une résolution qui émane du parti majoritaire LRM, qui est voté majoritairement par LR. Et donc, c'est une alliance de circonstances comme jamais dans la politique française. C'est la première fois que ce parti autorise ses députés à voter comme ils veulent, en conscience, disent-ils. Et cette alliance, ça veut dire qu'aujourd'hui, le LRM, faut faire une lecture politique, a un grand pied à droite, un tout petit pied à gauche, et qu'il a besoin de cette alliance à droite pour gagner la prochaine élection contre Madame Le Pen. Le danger, c'est par exemple l'intervention de Monsieur Habib, qui aurait dû faire rire si elle devait pas faire pleurer, qui dit, je vous indique que les 127 ou 147 intellectuels israéliens qui ont appelé à ne pas voter sont des gens d'extrême droite,
Première insulte. Et de quoi se mêle-t-il Extrême gauche. D'extrême gauche, excusez-moi. Et de quoi se mêle-t-il en France? Deuxième bêtise. Quand vous écoutez ce genre de raisonnement et qu'on finit par voter cette résolution, c'est qu'il y a un problème en Navarre. Madame Sibony? Entièrement d'accord avec ce que vient de dire ce monsieur. Effectivement, je veux dire, on n'est pas dans une logique politique saine. On est dans une situation extrêmement malsaine. Cette résolution, je vais pas le répéter, hein, mais elle répond à des impératifs qui sont étrangers à la France et elle favorise une assimilation avec les Juifs en France, avec les Juifs français. Ce qui est absolument négatif et dangereux. Et moi, je pense que la constitutionnalité d'une telle adoption est interrogeable. On devrait vraiment saisir le Conseil d'État sur la constitutionnalité d'une... On ne peut pas, juridiquement, parce que c'est une résolution, c'est pas une loi. C'est pas une loi, voilà, c'est une résolution, c'est pas une loi. Donc on peut pas la transférer, on peut pas la présenter. Alors la seule possibilité, et c'est ce que je voulais dire à Christophe, c'est que si demain un avocat venait à l'utiliser et à gagner un procès parce qu'un juge la reprend à son compte, là elle peut aller à la Cour de cassation et après elle peut repartir donc dans le circuit international pour être cassée. Mais d'ici là, pendant 15 ans, une dizaine d'années, une quinzaine d'années, elle pourra être utilisée à loisir par ceux qui l'ont fait voter. Moi, ce qui me gêne fondamentalement, c'est que depuis quelques années, et depuis longtemps même, c'est qu'on fout, excusez-moi l'expression, je l'utilise exprès, tous les juifs de France dans le même sac, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord. 3 ou 4 personnes disent nous représentons les juifs et nous sommes donc sur cette ligne, et il faut que tout le monde se taise. Et c'est ça qui est dramatique, c'est ça qui est fondamentalement antidémocratique en France, c'est-à-dire qu'une association comme le CRIF ou d'autres... C'était le CRIF là, oui. Oui, le CRIF et d'autres parlent pour eux-mêmes, j'allais dire, c'est comme si nous, dans la communauté musulmane, on acceptait ce que le CFCM dit, alors que nous disons le CFCM représente une certaine catégorie de citoyens. Madame... Et donc, si je peux me permettre, voilà, cela n'a de sens. On ne peut comprendre la situation en faisant un pas en arrière et en regardant, si j'ose dire, la macro-politique. Oui. C'est-à-dire, cela n'a de sens que si on comprend qu'on a affaire à des gouvernements français successifs, oui, depuis l'après-Chirac, on va dire, oui, tout à fait, qui sont dans une alliance néolibérale avec Israël. Israël est un allié politique des Européens et notamment de la France. Et on voit bien, qu'est-ce que c'est que le vote d'hier, c'est quoi? C'est ce qu'a annoncé finalement Macron, c'est la définition de Macron repris du Veldiv, avec à ses côtés son cher Bibi, entre guillemets, n'est-ce pas? On est donc dans une situation où on a un gouvernement français qui est un allié d'Israël, qui soutient l'Israël, qui ne dit pas un mot sur ce qui arrive aux Palestiniens. Alors le drame, c'est qu'on perd du même coup la souveraineté nationale française sur cette question et sur d'autres, parce que comment peut-on accepter qu'un pays mette la définition de sa propre souveraineté entre les mains d'un autre pays quel qu'il soit, sans qu'il y ait une contrepartie? Est-ce que la Knesset israélienne viendrait demain voter une loi quelconque pour soutenir uniquement les intérêts de la France dans le monde? C'est ça qui est dramatique. Moi, je dirais que la contrepartie, c'est la déréglementation internationale. Et ça a un écho aussi en France avec la déréglementation en France. La contrepartie, c'est le renforcement du néolibéralisme et de ses intérêts. C'est pas parce qu'Israël est intéressant en soi, mais il fait partie du camp néolibéral. Le soutenir comme un allié dans le Moyen-Orient et pour des tas d'autres raisons géostratégiques dans lesquelles on ne va pas rentrer maintenant, c'est renforcer son propre camp. C'est-à-dire, Israël a contribué largement à défaire le droit international, mais il contribue avec une collaboration hyper active du camp néolibéral, c'est-à-dire personne ne dit rien à toutes les violations qu'il exerce. Donc le droit international est foulé aux pieds, mais dans nos pays, dans nos propres, comme en France, on a tous les droits intérieurs qui sont foulés aux pieds de la même manière. Tout à fait. Donc moi, ça m'appelle quelque chose, j'ai envie de dire... le vote, ce vote-là, on doit le retrouver dans la rue demain. Ouais. Michel Sibony en direct. Avec le reste de la situation. Alors, dernière chose, et qui peut être encore politiquement ridicule, c'est que ce vote vient
quelques jours après la décision donc de la Cour européenne sur les questions de l'étiquetage, c'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a aujourd'hui deux espèces de chemins parallèles, les politiques qui font ce qu'ils veulent et ils laissent à la limite à la justice au bout de 10 ans à venir dire ce qu'elle pense en bien ou en mal. Rudy Kazi pour une question. Oui, madame, j'aurais une question. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que déjà de base, pour bien affronter le problème, il faudrait remettre en cause plus ou moins les vocables que l'on utilise en fait, parce que notamment à l'endroit du sionisme et de l'antisionisme, parce que donc de base le sionisme créé par, en tout cas conceptualisé par Theodor Herzl, c'est en fait le fait de pouvoir prôner entre guillemets un État israélien et aujourd'hui un État juif. Un État juif. Oui, un État juif. Enfin, grosso modo, je fais je vais vite pour pouvoir poser la question. Mais aujourd'hui, le sionisme, en tout cas tel qu'on a l'impression qu'il est posé, c'est en fait le fait d'être d'accord avec la politique actuelle d'Israël en général et de Benjamin Netanyahou. Est-ce que on pourrait pas vraiment prendre en compte en fait un changement de vocable pour savoir de quoi exactement est-ce que l'on parle, parce qu'aujourd'hui on peut très bien ne pas être antisémite mais être contre la politique donc exercée par Israël actuellement, notamment cette politique de colonisation sur des terres palestines. Mais justement quoi Meir Habib a dit que c'était des terres juive. Ça suffit maintenant. D'accord, ok. Il est marrant. Je continue. Donc oui, alors, est-ce qu'il faut pas justement changer ce vocable-là, parce que il est vrai que peut-être certains, d'un point de vue politique, dissimulent l'antisémitisme derrière en fait un antisionisme. Est-ce qu'il faudrait pas créer un autre terme pour qu'on sache exactement de quoi on parle, pour que les gens et notamment les juifs qui sont soit en État d'Israël ou en France, qui sont contre la politique donc de prédation des terres de l'État d'Israël actuel, puissent pouvoir continuer à contester cette politique sans pour autant être taxés d'antisionistes, alors qu'ils veulent eux aussi un État juif. Non mais vous inquiétez pas, cher Rudy, je vais couper Madame Seboni. Vous pouvez inventer tous les mots que vous voulez. 2 ans après, vous avez un texte qui les condamne. Donc arrêtez. Mais moi, je voudrais dire quelque chose là-dessus, si vous me permettez. Le sionisme, c'est un régime politique qui date de la naissance de l'État d'Israël et qui jusqu'à aujourd'hui persécute et dépossède les Palestiniens de tous leurs droits. Donc contre ce régime-là, c'est pas nous qui l'avons nommé, c'est eux qui l'ont nommé comme ça, le sionisme. On ne peut être qu'antisioniste. Si ça plaît pas, eh ben on est vraiment désolé. Mais en tout cas dans mon association, ce qu'on pense, c'est que le sionisme a gravement nui aux Palestiniens et qu'il nuit gravement aux Juifs en général dans le monde, puisqu'il a tendance à vouloir les associer à sa politique. Et donc nous lutterons contre le sionisme et nous pensons exactement comme on a lutté contre l'apartheid en Afrique du Sud. Ça veut pas dire qu'on voulait jeter tous les blancs d'Afrique du Sud à la mer. Ça voulait dire que l'apartheid n'était pas admissible. Le sionisme, pour nous, c'est pareil. C'est un régime qui n'est pas admissible, qui ne donne pas l'égalité aux personnes qui vivent sur ce territoire-là, qui ne garantit aucun droit aux Palestiniens. Le jour où qu'il s'appelle Israël ou autrement, le régime politique de cette région donnera les mêmes droits à tous les habitants de cette région, on n'aura plus de problème. Maintenant, on peut toujours diaboliser l'antisionisme, c'est ce qu'on a essayé de faire avec cette résolution, et c'est ce qu'on continue à essayer de faire. Mais vous savez, il y avait chez les communistes aussi des gens pas bien dans toutes les idéologies. On ne disqualifie pas une idéologie parce qu'elle peut être utilisée par des gens malveillants. Alors il y a peut-être des antisémites qui se glissent dans la brèche de l'antisionisme. Nous, on fait partie d'un mouvement de solidarité qui a passé son temps à faire la chasse à ces gens-là. Ils sont ultra minoritaires. Assimiler l'antisionisme et l'antisémitisme, c'est la propagande israélienne. C'est pas acceptable, d'autant plus que la CNCDH a appelé effectivement à plus de vigilance, notamment. Qu'est-ce que c'est la CNCDH, s'il te plaît? La Commission nationale de consultation des droits de l'homme, qui effectivement a appelé à plus de vigilance pour éviter l'amalgame entre la critique légitime d'un État et sa politique. En gros, à la critique en fait d'une idéologie politique et donc au racisme qui est lui
connoté plutôt par rapport à l'antisémitisme. Mais justement, peut-être le problème aussi. La critique du régime, elle est légitime. Ben évidemment. Il est légitime d'avoir une opinion politique contre le régime israélien. C'est un droit. L'antisionisme, c'est un droit. Et l'expression sur l'antisionisme est un droit qui est garanti par la Constitution. Mais moi, justement, vraiment une dernière phrase. C'est un délit. C'est une forme de racisme, c'est un délit, c'est tout. Mais justement, donc, par rapport au droit de critiquer l'État d'Israël, effectivement, cette résolution dont on parlait tout à l'heure, ce n'est pas une loi. Par contre, ça jette en fait sur la table un symbole qui, lui, effectivement, appelle à un petit peu plus toujours de recul par rapport à l'évocation d'une opinion politique en France. C'est plus qu'un symbole, monsieur. Excusez-moi de vous interrompre. Si vous regardez les conséquences du vote de cette résolution en Angleterre, on peut constater que depuis son application, cette résolution sert à faire interdire des événements sur la Palestine. Voilà. Oui, évidemment. Donc, alors moi, si vous voulez, je mets pas en avant en fait la temporalité de la manière dont ça va servir. Mais pour le moment, comme ça n'a pas valeur de loi, ça ne rentre pas dans le cadre de la loi. Ça va pas rentrer dans un code. C'est plus grave que ça. Vous lisez l'article qui a été adopté hier. Lui, il ne parle pas ni d'Israël, ni de sionisme, ni d'anti. Mais il renvoie à la définition qui, elle, dit tout ça. Et donc, demain, un juge aura le droit de dire, au vu de la résolution de l'Assemblée nationale française votée par le peuple français, et il peut l'appliquer. Et après, comme on peut interdire de constitutionnalité, il n'y a pas de constitutionnalité. Non, il n'y a pas de constitutionnalité. Puisqu'elle fait pas office de loi. Non, mais je veux dire, il y a des recours. Non, il n'y a pas de recours. Contre une résolution. Contre la résolution, il n'y a pas de recours. Et contre le fait qu'un juge puisse l'utiliser, il n'y aura pas de recours. Non. Oui, mais je veux dire, vous perdez 10 ans 15 ans de bataille pour quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Merci. Non, mais après c'est aussi une des pratiques de la déréglementation dans ce pays, de renvoyer à la justice, c'est-à-dire à des tas de procès qui vont prendre du temps, qui vont prendre, etc. Le fait de légiférer. L'Assemblée nationale, elle aurait dû légiférer sur le racisme. Elle aurait dû légiférer sur le fait qu'il y a très peu de plaintes qui aboutissent à des condamnations dans ce pays, contre le racisme en général, dans toute catégorie confondue. Là, elle a des choses à faire, l'Assemblée nationale. Et elle les fait pas. International. Sur le droit international, est-ce que vous pensez pas que le droit international pourrait être plus, comment dire, parce qu'il n'y a pas effectivement de souveraineté par rapport au droit national, mais est-ce qu'on pourrait pas justement inviter à se questionner sur la chose pour pouvoir pousser un État à prendre en compte les résolutions qui ont été prises sur le plan international? Il faut utiliser l'article 7 du Conseil de sécurité, c'est-à-dire la force, et vous voyez un pays, vous allez appliquer une résolution par la force. Bon, Madame Siboni, je voudrais que vous terminiez par 2 choses, si vous permettez. La première, le nom de votre association, et 2, en gros, un petit mot sur son histoire et son activité, parce que les auditeurs entendent parler de votre nom et peut-être que tout le monde ne connaît pas votre association. D'accord, alors je vais quand même dire qu'on a un site qui est consultable, ujfp.org. L'UJFP, c'est l'Union juive française pour la paix, qui est née au début des années 90 avec la première intifada. Et qui, au fond, c'est au début de son activité, a travaillé un peu dans le cadre de ce qu'on a appelé Oslo, 2 peuples, enfin pas 2 peuples, 2 États, mais 2 États et Jérusalem, capitale partagée, etc. Et puis petit à petit, nous, on a évolué avec la situation, c'est-à-dire Oslo est mort et enterré. Il n'y a pas 2 États, il y a un seul État qui colonise l'ensemble du territoire et qui fait régner sa loi en maître. On n'était pas anti-sioniste au début des années 90, on était non-sioniste. Aujourd'hui, l'évolution tragique sur le terrain nous amène à prendre acte de la réalité et on est clairement anti-sioniste parce qu'on pense que ce régime est un régime destructeur pour ses principales victimes, c'est-à-dire pour la Palestine et les Palestiniens, mais qu'il est aussi destructeur pour nous ici en Europe, qu'il fabrique du racisme, qu'il fabrique de l'antisémitisme, qu'il nous met en danger, nous juifs, et puis
vous savez que ce soit là-bas ou ici, on a la même boussole, c'est-à-dire l'égalité, c'est un gage de paix et de sécurité, c'est le seul gage de paix et de sécurité. Merci Madame Michèle Sibony d'avoir répondu à nos questions, d'avoir livré votre réaction au lendemain de cette adoption de cette résolution à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous, au revoir. À bientôt, voilà, Madame Michèle Sibony en direct sur votre radio France Maghreb 2. Je peux intervenir? J'ai un petit cadeau. Non, oui, bien sûr, tu pourras intervenir. Mais j'ai un petit cadeau à vous. Mon Fifi, écoute. Vas-y. C'était hier à l'Assemblée nationale. T'aurais pas mis y était. Parle de mon cousin. Écoute. Un signe qui ne trompe pas. Cette diabolisation du juif et d'Israël est devenue le signe de ralliement de tous ceux qui vomissent le système. Dois-je vous rappeler les slogans de certains gilets jaunes? Macron égale Rothschild égale Sion. Macron putain juif. Finkielkraut sale sioniste retourne à Tel Aviv. Sale race. J'accuse une partie de la gauche d'attiser la haine d'Israël pour séduire le lectorat des quartiers. J'accuse les mêmes islamo-gauchistes de double standard. Quand on tue des civils à Tel Aviv ou à Jérusalem, c'est de la résistance. À Paris ou à Nice, c'est du terrorisme. J'accuse une certaine gauche d'indignation sélective, de brandir le droit international dès qu'Israël construit un logement juif, mais de rester silencieux quand on massacre en Syrie, au Venezuela, en Iran ou en Turquie. J'accuse cette même gauche de marcher dans des manifestations, mes chers collègues, où l'on crie mort aux juifs, on compare Gaza à Auschwitz, on accroche des étoiles jaunes à des enfants musulmans. En 2019, en France, j'accuse aussi une certaine presse de désinformation systématique quand il s'agit d'Israël. J'accuse votre majorité de double langage, vous la majorité, monsieur le ministre Castaner, en mettant un champion du BDS sur la liste des européennes. Le BDS, pourtant illégal, parlons-en. Vous voulez boycotter? Alors allez jusqu'au bout. Boycottez la clé USB, le navigateur Waze, la caméra endoscopique, les tomates cerises, les médicaments génériques, les exosquelettes, les panneaux solaires. Boycottez Israël. On stigmatise. Plus loin, on diabolise avant de frapper, avant de tuer. Alors il nous a fait du J'accuse quoi, hein, hier à Dreyfus. Mais il était pas bien. Qu'est-ce qui se passe Mais l'émotion. Tu sais, écoute Christophe, moi je voudrais vous dire quelque chose. Je sais que ça va choquer celles et ceux qui vont nous entendre et je pense que du coup je vais reprendre des points vis-à-vis de Meir Habib. On n'a pas le droit en France d'être antisémite. On n'a pas le droit d'être raciste. On n'a plus le droit d'être antisémite. Pourquoi tu dis que ça risque de déplaire? Mais déjà, ça arrive. Par contre, on a le droit d'être islamophobe. Voilà, on peut pas tout avoir, monsieur Fro, à un moment donné. Je sais que je le prends avec légèreté, mais j'ai envie de dire à celles et ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas mon ton décalé d'humour de 3e degré. Ce qui s'est passé hier, c'est très grave. Meir Habib a mis l'Assemblée nationale à genoux. Un député de la Knesset, il était hier. Je tiens à rappeler que c'était un conseiller spécial de monsieur Benjamin Netanyahou. Je tiens à dire que l'UDI lui a donné un carton blanc et un plein carton de pouvoir faire ce qu'il veut. Et rappelez-vous en commission la dernière fois comment il est rentré dans l'art à tous ceux et toutes celles qui critiquaient la colonisation et l'expansion du sionisme en Palestine. Lui, il n'arrivera jamais à dire Palestine, il dira toujours Judée-Sainte-Marie. Donc à un moment donné, moi, je sais pas ce que vous voulez. Soit vous voulez des fous furieux comme ça qui invectivent tout le monde et qui sont insolents et là en plus le j'accuse ça fait référence à Dreyfus, ça fait Zola, enfin Zola. Non, il est parti. Bah oui, mais pourquoi? On sait très bien comment ça va se finir tout ça. Ils peuvent tout se permettre et ce n'est plus possible. Et si tu dis quoi que ce soit sur Meir Habib, comme dirait Manuel Valls, tu es antisémite immédiatement et par toutes ses cheveux, il sera éternellement lié à l'expansion de la Judée Sainte-Marie. Et dans ça, un instant, Gilles Legendre, Samari. patron des marcheurs. Judée Samari. Oui, Samari. Donc, que vous avez rencontré Tarek Mami ainsi que Éric Coquerel et notre invité à suivre. Taisez-vous. Sainte-Marie n'est pas là. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, le grand forum, merci d'être avec nous avec Philippe Boyaki, Tarek Mami et Rudy Kazi en direct sur votre radio. Et pour en terminer avec ce sujet concernant cette résolution adoptée hier à l'Assemblée nationale, Tarek Mami a rencontré un député qui a voté pour. Il s'appelle Gilles Legendre et ça tombe bien, c'est le patron des marcheurs à l'Assemblée nationale. La résolution vient de M. Maillard, du député Maillard, vient d'être adoptée à une large majorité. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui il y a eu un vote entre la majorité parlementaire et l'opposition de droite pour que cette résolution passe? Non, vous savez, je crois que sur des questions comme ça,
les convictions des uns et des autres puisent au plus profond d'eux-mêmes, de leur représentation, de leur histoire, parfois de leurs convictions religieuses, autant que de leurs appartenances politiques. Et donc je crois profondément que nous avons eu un débat de très grande qualité entre des personnes dont aucune ne peut être suspecte de la moindre indulgence vis-à-vis de l'antisémitisme, mais qui sur les moyens de lutter contre pouvaient avoir des appréciations différentes. Ce débat a eu lieu, il a été tranché par un vote, l'Assemblée nationale a entériné la définition de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Maintenant, le mérite de ce débat est d'avoir axé la discussion sur cette définition qui permet de renforcer les moyens de prévention, de lutte contre l'antisémitisme. Ça n'a aucune force de loi, mais je pense que l'Assemblée nationale a été à la hauteur de ses attentes et de sa mission. Merci beaucoup. Gilles Legendre, donc patron des marcheurs, qui a voté pour un autre député rencontré par Tarek Mami hier. Il a voté contre au nom de la France insoumise, monsieur Éric Coquerel, qui était au micro de Tarek Mami pour France Maghreb 2, rencontré donc hier à l'Assemblée nationale concernant la résolution de cette résolution qui a été votée hier. Et Éric Coquerel donc s'en explique au micro de Tarek Mami pour France Maghreb 2 dans le LGF. C'est clair, ce texte borde le droit à la critique d'une idéologie, voilà, c'est tout, y compris l'idéologie d'un État étranger. Donc c'est un problème vis-à-vis de la liberté d'opinion. On nous dit qu'en réalité c'est un texte fait pour permettre qu'on arrête de camoufler l'antisémitisme et l'antisionisme. Mais ça, c'est pas vrai. Les tribunaux actuellement savent très bien faire la différence déjà en France. Par contre, ce que ça va faire, c'est que si je donne un exemple, aujourd'hui, la définition d'État-nation du peuple juif décidée en 2018 par le gouvernement d'extrême droite, M. Netanyahou, est critiquée en Israël, et on a le droit de pouvoir le critiquer à l'étranger. C'est une vision du sionisme qu'on peut critiquer. Je crains fort qu'avec ce texte, il puisse y avoir des interprétations qui considèrent qu'en réalité, c'est s'attaquer, c'est une nouvelle forme d'antisémitisme. Voilà, c'est largement une politique de pression voulue par M. Netanyahou qui essaye d'imposer au fur et à mesure ce genre de législation au niveau international, et je regrette que la France commence à céder, et le gouvernement français commence à céder. Éric Coquerel, donc de la France insoumise, au micro de Tarek Mami pour le Grand Forum. Très rapidement, Youssef qui nous attend depuis tout à l'heure. Bonsoir Youssef. Oui, bonsoir. Alors on t'écoute. Alors je vais essayer d'être rapide. Donc au final, cette résolution, c'est juste un peu, on va dire, une manière d'officialiser quelque chose qui était déjà officieux. À partir d'aujourd'hui, j'ai jamais entendu quelqu'un critiquer l'État d'Israël et ensuite, je sais pas, dans des grands médias repasser où il serait fait lyncher, tout le monde, médiatiquement je parle bien sûr, il serait fait lyncher. Donc ça c'est juste officieux. Maintenant le vrai problème, c'est à un moment ça va être quoi le vrai combat. Le vrai combat, moi je pense, c'est qu'il faut arrêter de se voiler la face et d'employer par exemple leurs termes sémantiques, parce que ils jouent beaucoup sur la sémantique des mots. Déjà c'est pas sémite, ça serait du judophobie à la base déjà, parce qu'on serait plus, parce que on va insulter des maghrébins d'antisémites, ce qui est un peu con. Deuxièmement, quand ils parlent des Arabes israéliens, il va falloir un peu les reprendre chaque fois. Je parle des gens quand ils sont invités sur des plateaux, les reprendre et leur dire que ce sont des Palestiniens israéliens. Et troisièmement, je pense maintenant il va falloir leur proposer, parce que manifestants, on est tous pour, on manifeste, mais à un moment c'est qu'est-ce qu'on propose aussi, parce que à la longue ils vont toujours nous rejeter. Ah, vous êtes contre, ah, vous voulez pas de juifs dans cette terre. Voilà. Il faut toujours leur dire, nous on est pour. Maintenant, ça c'est aux Palestiniens de bien sûr de décider, mais je pense que la seule et unique solution qu'il y aurait, ça serait un seul État, un seul et unique État sur le modèle, on va dire, français de la laïcité, loi 1905, pas 2019, parce qu'elle a un peu changé dans la tête de beaucoup de gens. Donc je pense qu'il faut arriver à cette solution-là, et surtout mettre en avant, parce qu'au final c'est des stratégies médiatiques, mais mettre en avant pas des gens de confession musulmane pour éviter qu'ils relogisent, en fait, qu'ils mettent sur le dos de la religion ce combat-là, mais vraiment des personnes de tous bords, c'est-à-dire des blancs, des gens de personnes de confession juive, des chinois, ce qu'on veut, mais des gens qui sont sur l'égalité. Merci Youssef pour votre intervention. On suivra ce dossier de près évidemment. Donc on rappelle, ça a été adopté hier. On change complètement de registre, messieurs, maintenant, puisque nous allons parler. Ah, c'est Noël, c'est les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas. Oui, Noël aussi, et l'occasion de faire des cadeaux. Et à ce titre, je me tourne vers Sabrina de Charity Shop Solidaire. Bonjour Sabrina, bienvenue sur France Maghreb 2. Comment ça va? Bonjour Christophe, bonjour à tout le monde. Bonjour à toutes seules. Il est utile, la Sabrina, femme au chapeau.
Il est utile de... Commence pas à la perturber, Philippe. Je la connais, Sabrina. Ah oui, tu connais tout le monde, toi, ça m'étonne pas. Je jure, je connais Sabrina, on est amis sur Facebook depuis pratiquement 3 ans. Ouais. Je relaye, et elle relaye d'elle-même d'ailleurs, elle me tag, elle me demande même plus, c'est chez elle mon Facebook. Je demande plus à personne. Et elle va parler d'elle-même de Alors, l'association Sabrina, d'abord, avant de parler de ce qui va se passer ce week-end. Alors, l'association Charity Shop, c'est 60 bénévoles engagés avec des valeurs de tout horizon. Évidemment parfois de passage ou fidèles. C'est aussi une association qui lutte, on coach, on relook les femmes pour un retour à l'emploi. D'accord. On redonne l'autonomie. On a même ouvert une boutique qui s'appelle la boutique engagée. Qui marche bien d'ailleurs. Exactement, parce qu'on a aidé beaucoup de femmes. C'est une très 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 belle boutique, c'est une force en fait. Et l'association Charity Shop, elle agit aussi dans les urgences. Par exemple, quand il y a des familles qui se retrouvent à la rue pour X raisons, parce que ça peut arriver à tout le monde, dès qu'on a un appel du SAMU social ou autre, on va donner de quoi subvenir aux besoins de la famille en attendant que tout se mette en place. Et je vais dire autre chose, l'association Charity Shop, elle s'autofinance. Elle a besoin de personne. Elle est libre, elle est forte, elle travaille beaucoup, mais on se donne les moyens et c'est pour ça que on a créé ce concept du shopping engagé et je vais t'en parler. Qu'est-ce que le shopping engagé, Sabrina ? Le shopping engagé, déjà, il devrait être remboursé par la sécurité sociale. Ouais, ça c'est voilà, pas mal. parce que déjà pendant la manif, on va le dire. Voilà, moi je suis pour, tu vois, une nouvelle loi qui devrait sortir, c'est celle-là. Un peu plus le déficit public là. Voilà, c'est ça. Non mais pas du tout. Ça va aider beaucoup de monde. Ça, c'est le côté tu sais libéral que côté médicaments, on utilise plus d'antidépresseurs que en shopping. J'en suis sûr que on va trouver. Alors Sabrina, tu organises ce dimanche 8 décembre à Épinay-sur-Seine au Palais Chanavoise. Comme chaque année d'ailleurs, c'est la combienième? Alors c'est la 11e. La 11e, d'accord. Ouais. La 11e fois alors qu'est-ce qui va se passer ce dimanche? Alors vous qui êtes amateur de produits en tout genre d'ailleurs, vêtements, parfums, chaussures de marque. Ouais, tout à fait. Là, c'est encore mieux que le Black Friday, les amis. Ouais, de marque. Oui, de marque, oui, absolument. Oui, exactement, messieurs, de marque. Alors, c'est un autre volet de l'association Charity Shop. On s'autofinance grâce à des partenaires qui croient au futur. C'est pour ça qu'ils nous donnent la possibilité de vendre leurs produits. Ouais. Alors c'est pas de l'ancienne collection, c'est pas des choses qui veulent se débarrasser, au contraire c'est du neuf, c'est des produits de qualité, de marque. Alors évidemment il y a des grandes marques comme Nafna, Chevignon et Tam qui nous font confiance. Il y a de la cosmétique, il y a vraiment énormément de produits. C'est jusqu'à moins 85%. C'est juste énorme. Alors si on a le droit de faire ça, c'est parce que derrière ce qui est fait avec les fonds, c'est pour rendre l'autonomie aux familles. D'abord on nous a fait confiance et puis après la confiance s'est installée. Alors tout le monde il trouve son compte. Tu te fais plaisir, tu fais plaisir à ta femme, tu fais plaisir à tes enfants, à tes fils, parce qu'il y a vraiment tout. Alors pour le 8 décembre, il va y avoir du prêt-à-porter femmes, hommes, de marque, enfants. Aussi. Ça te ferait du bien, Philippe, un petit relookage. J'ai entendu. Mais c'est vrai en plus. Moi, je vois une petite veste Chevignon qui tirait très très bien et pas cher. Le relooking de Philippe Bourriac. Exactement. Mais il y a ma taille. Exactement. Non, parce qu'attention, monsieur. Je suis en triple, quadruple. Non, c'est bon, tu sais, ils font, je t'assure. Il n'y a pas d'excuse, très cher Philippe, pour venir. Alors, il va y avoir aussi des bijoux, cosmétiques, comme il y a les fêtes de fin d'année. Il faut acheter engagé, il faut acheter intelligent, solidaire, utile. C'est vraiment ça. Et on a mis en place aussi des défilés. Il va y avoir un défilé à 11h30 Naf, un défilé à 14h à 15h30 Inviti avec du prêt-à-porter enfant, avec un défilé enfant, c'est trop mignon. Et on a la chance d'avoir l'AGO qui va venir danser pour lutter contre la violence faite aux femmes. Très bien. Voilà. Donc ça se passe ce dimanche au Palais Chanavoise à Épinay-sur-Seine.
pour cet événement, le shopping engagé avec Charity Shop Solidaire, l'association. Une page Facebook, ouais. Ah bien sûr, il y a une page Facebook. On en a deux. Il y en a une sur le shopping engagé. Ouais. Vous tapez simplement shopping engagé. Il y en a une autre sur Charity Shop Solidaire. Tu as mis des photos de ce que vous allez vendre ou pas? Oui. Alors il va y avoir, il n'y a pas que de la vente. On a aussi un très grand espace beauté. Ouais. On a la chance d'avoir réussi à avoir dans nos, dans nos murs ce jour-là, Myriam Botti, qui est Myriam Botti? Myriam Botti a créé. C'est une blogueuse, ça aussi. C'est une blogueuse, une influenceuse qui a créé le maquillage sans fond de teint. C'est un nouveau concept, ça marche, ça cartonne, ça fait le buzz, et on a envie que les femmes se sentent belles. Le meilleur maquillage, c'est le naturel, hein. Je précise. Oui, je suis d'accord. Après, il y en a n'en ont besoin. Moi, par exemple, j'ai besoin d'un fond de teint. Ouais. Pourquoi? Et d'un anti-cerne. Parce que je bosse tellement pour la sauce que là, c'est horrible. Il y a du taf, quand même. Hein. Vous êtes soutenu par les pouvoirs publics un peu? Alors, nous, on veut pas. Pourquoi on veut pas? Alors c'est une très bonne question. Hein. Moi j'ai fait une demande de subvention. Pour ça. Déjà. Merci. Exactement. Et je l'ai fait une fois. Et je me suis dit mince, ce que je suis en train de défendre, c'est une cause qui devrait être juste normale à soutenir. Et je me suis rendu compte qu'il y avait trop de paperasse, trop de complications, trop de choses qui étaient incomprises. Et je me suis dit j'ai pas le temps. Parce que moi, quand on m'appelle et qu'on me dit voilà, il y a une femme qui est à la rue, est-ce que tu peux l'aider? Je vais lui dire bah non, excuse-moi, en fait, faut que j'attende la subvention et en plus, il faut que je sache si elle est du 93 ou du 92, parce que si tu as une subvention du 93, tu peux pas l'utiliser pour le 92. Et non, c'est une liberté qu'on s'offre. Hein. On sent les petites complications politiques, territoriales et locales parfois. Oui, mais elles existent. Et nous, on a choisi de mettre en place le shopping engagé. Tu te fais plaisir, tu passes une journée juste de dingue. Il y a un défilé, il y a un coin restauration, il y a tout ce qu'il faut. Tu te fais plaisir et tu fais plaisir 85% de réduction. Jusqu'à moins 85%. C'est ça qui m'intéresse, moi. Non, mais attends, c'est génial. Non, mais moi, je pose une question là-dessus. Alors, attends, j'ai quand même, c'est important de le dire. Je redonne quand même le numéro parce que sinon je vais l'oublier comme d'hab. Alors, 07 83 81 49 43. N'hésitez pas à m'appeler. C'est ça? Mais il faut qu'il m'appelle. Si tu veux qu'il t'appelle, il faut le dire doucement, Sabrina. Bah oui. Tu sais que les gens sont en voiture, sont en mouvement, ils écoutent la radio à la maison. Tu as raison. À la cuisine, en train de faire le ménage. Non, mais tu as raison. Oui. 07 83 81 49 43 07 83 81 49 43. C'est au Palais Chanaoise, 15 avenue Salvador Allende, à Épinay-sur-Seine. À Épinay-sur-Seine. Alors c'est en France? C'est en France. Exactement. Puis en plus, à part si la banlieue c'est pas la France, c'est ça peut-être. Mais je crois que c'est un restaurant, le Chanaoise. Ah bah il y a là une salle de réception qui est magnifique, 600 mètres carrés. Ouais. Ah ouais. Voilà. Nous, écoute, on a une association fière de l'être, mais on prend des trucs classe. Bon, très bien. Voilà. Philippe, t'avais une question? Ouais, j'avais une question. C'est que tu crois qu'il y aura assez de matériel à vendre pour tout le monde? Eh bah, tu serais bien étonné. Il y a une magie, il y a énormément de choses. Et mais les marques, elles gagnent quoi? Elles vous le vendent? Elles vous le donnent? C'est une très bonne question, Philippe. Ouais. Elles gagnent la passion que nous, on a mis en place. Tu sais, ces marques-là, elles ont commencé. Moi, je vais te donner une anecdote. Naf a commencé à me donner, pour pouvoir financer mes missions, une robe, une paire de lunettes et une housse de couette quand il faisait, la maison. J'ai réussi à vendre et je suis repartie la voir. J'ai dit voilà ce que j'ai vendu et voilà ce que j'ai réussi à en avoir et voilà ce que j'ai financé avec. J'ai dit ok. Et la deuxième fois, la confiance s'est encore installée. Elle a été beaucoup plus grosse. Et je leur ai demandé, je voudrais communiquer sur vous. Vous savez que pendant 3 ans, ils nous ont dit non, on cherche pas à communiquer sur nous. En fait, nous, on est une société, on vend pour les femmes, on embellit les femmes, point. Et puis après, j'ai dit ouais, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je vends quand même un produit que vous vendez en magasin 150 voire 200 €. Moi, je les vends à 50 €. Ton haut, tu le vends à 15 € symbolique. Voilà, c'est quelque part, tu dis mais qu'est-ce que vous avez à gagner? Et le président de NAFNAF m'a dit je suis comme vous. En fait, s'il y a une femme qui s'en sort, bah elle devient autonome et en même temps, bah elle se fait plaisir. Elle va redevenir actrice de sa vie. Et si je ne crois pas en vous, je ne crois pas
aux femmes que je vais vendre. Alors je lui ai dit bah ok, alors on se bat ensemble. Et puis après j'ai réussi à avoir d'autres personnes qui croient en cette petite bonne femme que je suis, parce que moi je suis rien. Bravo. Mais si je suis rien. Non, vraiment. Parce que si j'étais quelque chose déjà. Alors du coup il y a Naf Naf. J'aiderais beaucoup de gens. Du coup il y a Naf Naf, il y a Chevignon. Ouais. T'as Etam. T'as Lévis. Tu as pour le make-up, tu as Yves Saint Laurent, Dior. Oui, bien sûr. Ça. Bah oui, Jean Lévis. Bah ouais, c'est bien. Et ouais. Tu sais que le jean que je porte sur moi, c'est d'où il vient? Il y en a testé ta femme. Alger, mon feu. Alger, ouais. Et je peux te dire que ça fait 5 ans que je l'ai, il marche toujours. Il s'appelle l'Aziz. Il s'appelle pas Louis, il s'appelle Aziz. Mais c'est de la bonne qualité. Et c'est de la bonne qualité quand même. Ah bah évidemment. Exactement. Là, on est sur quelque chose qui est. Il y a du parfum, Sabrina? Bah vraiment un paquet, parce que le parfum c'est ce qui est le plus demandé. Ouais, du coup un énorme stand parfum, coffret, c'est ce qui nous a été le plus demandé l'année dernière. Les coffrets. Alors on a dit pas de problème, coffret. Pareil, on a des partenaires qui nous soutiennent. On peut payer en chèque, en espèces. Alors pas de chèque parce qu'on est une association et on peut pas courir derrière les gens, mais CB oui. CB, oui, exactement, on aime bien, voilà, CB, pas de problème. Exactement, on arrive, non, pas Western Union, parce qu'on est en France, monsieur. Mais, alors, vraiment, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que cette journée-là, elle est juste magnifique. C'est payant l'entrée, hein, faut le préciser. Oui, elle est à 2 € symboliques. 2 € symboliques. Bah, c'est l'euro symbolique. C'est 2 € symboliques. 1 € pour le cœur, 1 € pour la tête. Ah, bravo, ouais. Je vous dis qu'elle est magnifique. Alors, mais vraiment, on a cette chance-là d'avoir, autant les partenaires, on a AML Décoration qui vient ce jour-là pour tout ce qui est, tu vas pas dire, tu la connais, le bien sûr. Mais c'est le même réseau, c'est le même réseau. Mais si. Ce mec est louche. Rudy, ce mec est louche. Ouais, c'est tombé. Il a un temps d'avance sur toi, hein, Christophe. Alors, je dirais que ce n'est pas spécialement le même réseau, c'est le meilleur réseau. Bien sûr, c'est le meilleur. Excusez-moi. Voilà. C'est soit on est le meilleur. Alors, on va essayer d'être ludique parce que les gens nous rejoignent. Évidemment, en direct. Comment? Anissa Mekar. Ça vous dérange si on est dans l'émission? Il n'y aura pas Anissa Mekar. Excusez-nous. Mais il y aura Myriam Bouti. Très bien. Je rappelle, on est en direct dans le Grand Forum avec Sabrina qui représente l'association Charity Shop Solidaire pour nous parler du shopping engagé. Mesdames, messieurs, c'est ce dimanche 8 décembre. C'est encore mieux que le Black Friday, c'est encore mieux que les soldes. Vous allez pouvoir acheter des vêtements, du parfum, du maquillage, du produit de prêt-à-porter à des prix défiant toute concurrence et en plus, joindre l'utile à l'agréable, ça risque de sauver des gens. Ça risque pas, ça va sauver des gens qui en ont et qui sont dans le besoin au travers de l'association de Sabrina Charity Shop Solidaire. Donc, plus aucune excuse. Vous avez le rendez-vous qui est fixé ce dimanche 8 décembre à Épinay-sur-Seine, au Palais Chanawaz. Vous allez pouvoir vous procurer. Tu nous as emmené des trucs, non? Tu n'as rien emmené? Si. C'est que ça t'a ramené quoi? J'ai ramené une écharpe, comment elle s'appelle? PSG, donne-moi. Non. Non, d'accord. Ça m'intéresse pas. Le PSG est pas partenaire. Oui. En cachemire. Je veux bien, moi. Cachemire, je veux bien. Non, c'est pas pour toi. Non, c'est celui qui gagne le quiz. Dis-nous, Sabrina. Moi, j'emporte parfois du cachemire, moi, attendez. Est-ce que tu peux nous décrire l'écharpe pour ceux qui écoutent la radio, Sabrina? Alors, c'est une belle écharpe. Oui. Montre-la qui devait être à 60 €. Qui ce jour-là sera à 10 €. Je vous donne les 10 € de suite. J'en donne 12. J'ai un billet de 20 € sur moi. Non, mais il faut venir. Je veux pas la donner, je veux que vous veniez. N'est-ce pas, Tarek? Il faut venir. C'est bien. Ça sera un honneur. Et puis surtout que vous allez aimer. Vraiment. Alors, cette année, tu sais, Christophe. 60 balles une écharpe? Bah oui, cachemire, monsieur. Hein? Ce n'est pas rien. Excusez-moi, on n'a pas les mêmes valeurs, hein. Mais alors, simplement, tu sais, cette année, l'année dernière, par exemple, je sais pas si t'es venu, on n'avait pas le coin gourmandise, juste un petit peu de gâteau. Et là, tous les commerçants, les sandwicheries de la ville, en fait, se sont tous mobilisés pour me ramener toute la matière, même les machines pour faire des frites, crêpes, la totale. T'imagines que tu arrives, alors beaucoup te disent que tu es le succès de l'association. Est-ce que c'est la passion? Est-ce que c'est uniquement la passion ou est-ce que c'est ta personnalité aussi, parce que tu me sembles être une personnalité tout à fait intéressante, tout à fait hors du commun. Peut-être que tu crées aussi quelque part le succès de cette association, parce que les gens ils se disent t'as l'air de bonne foi, etc. Le cœur sur la main, c'est peut-être ça qui fait le succès de l'association aussi, non? Alors
Oui. C'est dur de répondre à cette question quand parce même. que, alors, tu sais, la présidente d'Épinay-sur-Seine du Secours catholique m'a posé la même question. Secours populaire, excuse-moi. M'a dit, mais comment vous faites? Parce que nous, on nous donne pas tout ça. Et, en fait, c'est juste simplement la confiance. Tu sais, le grec qui m'offre tous les ingrédients, etc. Je l'ai sollicité pour de l'eau parce que je faisais les maraudes et que j'avais pas assez. Et puis après, il m'a dit, est-ce que je peux venir avec toi? Je lui dis, ouais, viens avec moi. Au contraire, moi, je suis toujours content qu'on vienne m'aider. Et il m'a dit, mais t'imagines que t'es là à minuit? Que t'as une vie de famille et je lui ai dit mais c'est pas grave en fait. C'est la personnalité de Sabrina qui fait le succès de la situation. Donc alors on va rappeler pour finir Sabrina, Charity Shop solidaire. Alors les pages Facebook, tu nous as pas donné. Alors il y a le shopping engagé. Là vous allez avoir toutes les stands qu'il y aura ce jour. D'accord. Shopping engagé sur shopping Facebook, engagé, les gars. Allez exactement. 07 83 81 49 43. Je répète le numéro de téléphone doucement, même si c'est rapide. Sabrina. Mais oui. 07 83 81 49 43. Et alors je vais quand même te dire, ce qui fait le succès, ce n'est pas que moi, c'est toute l'équipe. Parce que c'est l'équipe, les partenaires. Tu sais, ça va te sembler étonnant, mais c'est aussi toutes les radios qui m'invitent, parce que la plus belle des choses, si elle n'est pas connue, elle peut pas être visible. Bien sûr. Voilà. Et c'est qui la meilleure dans ce domaine? C'est comment ça? J'ai pas compris la question. C'est qui la meilleure radio dans ce domaine? Ah, la radio de mon cœur, mais je peux pas le dire. Comment ça, tu peux je suis pas une star, moi. Moi, je suis pas une star. On va me dire quoi? On va dire, non, je suis pas une star, moi. T'es où, Sabrina? Je peux pas chanter. T'es dans quelle radio? France Maghreb. Deux. Alors, t'es où? Il n'en existe qu'une seule. Non, c'est France Maghreb 2. Voilà. Oui, mais on t'expliquera. Ah, d'accord. En tout cas, rendez-vous ce dimanche, 8 décembre, au Palais Chanaouez, à Épinay-sur-Seine, les amis, pour le shopping engagé. Vous prévoyez une petite pièce de 2 euros pour entrer, c'est le 2 euros symbolique. 1 euro pour le cœur, 1 euro pour la tête. Ah, bonne question. Sans les enfants. Les enfants, c'est gratuit. D'accord. Il y a un stand pour enfants. D'accord. Du coup, les parents, ils nous, ils mettent le stand aux enfants. Ils ont tout compris, ces Américains. Ah la vache. Incroyable. Et du coup, vous pouvez aller faire le shopping. On s'occupe de vos enfants. Toi, t'as une grande famille, tu pourrais faire des affaires là-bas. Ouais, j'ai déjà commencé à liker la page, donc, allez liker la page shopping engagé sur Facebook, les amis. Et rendez-vous tous et toutes dimanche. On sait pas si tu vas réussir à repartir avec ton écharpe, ma chère Sabrina, mais quoi qu'il en soit, il y aura beaucoup d'autres choses à vendre ce dimanche au Palais Chanaouez à Épinay-sur-Seine. Shopping engagé. Une dernière fois le numéro, Sabrina? Oui, 07 83 81 49 43. 07 83 81 49 43. Il y a Mélissa qui vous attend et qui répondra à toutes vos questions. Merci Sabrina. À très bientôt, Sabrina. Zina. Merci, à bientôt. Demain, on aura une invitée parce que, on va parler avec le collectif des femmes de Mantes-la-Jolie. C'est Yessa qui sera avec nous demain dans le LGF sur France Maghreb 2. Dans un instant, le quiz. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Dans un instant et juste après les infos, on vous rediffusera l'émission d'hier du LGF consacrée aux élections algériennes du 12 décembre prochain. Ainsi, vous pourrez réécouter les représentants des candidats qui ont répondu favorablement à notre invitation pour pouvoir venir s'exprimer. Donc entre 18h et 20h dans une édition spéciale. Il ne s'agit en aucun cas de cautionner quoi que ce soit, mais de relayer en tant que média que nous sommes. Ceci étant, place au quiz. Rudy Kazi, est-ce que ça va? Ouais, c'est bon. Ouais, ça va. Tout va bien? Philippe Boyaki, est-ce qu'il est bien? Ouais, ça va très bien. Tarek Mami, il est où? Rudy, rapproche-toi. Tarek Mami, il est où? Rudy, rapproche-toi. Voilà. Non, il faut pas être caché justement au moment du quiz. C'est parti, messieurs, dames, avec mes questions qui ont toutes... Non, il n'y a pas d'avantage. C'est quoi cette corruption? C'est quoi cette corruption? Ça peut servir après les élections, hein. Ouais. Je rappelle la règle du jeu. Je pose des questions, vous pouvez répondre dès que vous pensez avoir la bonne réponse. Attention, si vous répondez avant la fin de la question, vous devez évidemment laisser vos camarades répondre par la suite. Ai-je bien été clair? Oui. Ouais, très clair. Nous sommes le 4 décembre et mes questions ont tout un rapport avec le 4 décembre. C'est parti, première question. Quel pays européen dans quel pays européen les femmes obtiennent le droit de vote en 1931? Espagne. Espagne est une bonne réponse, Rudy Kazi. Effectivement. Bravo. Au calme. Comment tu connais ça? Au calme. Mais attends. Non, mais juste pour savoir qu'en 31, il n'y avait pas encore Franco. Oui.
mais qui avait le début de la République. Et surtout que la France, les femmes n'avaient toujours 46. pas oui, non, mais les femmes françaises n'avaient toujours pas le droit de vote. Non, voilà. C'est pour ça qu'ils ont voté antisionisme, la même chose. 1-0 pour Udikazi. Deuxième question. En quelle année une loi française autorise la délivrance de la pilule contraceptive pour les mineurs? 76. Non. 82. Non, moins. Non. 71. Non. Ça va tourner autour de 68. Plus que 80. 75 moins. 74 est une bonne réponse. 74. Oui. Oui, monsieur. 74, non, mais c'est pas ça. En quelle année une loi française autorise la délivrance de la pilule contraceptive aux mineurs? En 1974, monsieur Mamie. Valéry Giscard d'Estaing avec la baisse de l'âge du vote à 18 ans. Oui, absolument. Tiens. Je vous laisse faire. 1-0, 1 pour Boyaki, 1 pour Udikazi. Qui se proclame empereur de la République centrafricaine? Stop. Bokassa. Voilà. Laisse Philippe gagner. Oh là. Elle a dit, va dire tout. C'est sa culture. Je suis pas content. 2-1. Attention. Quatrième question. Qui est élu à la présidence du RPR en 1999? Jacques Chirac. Non, pas du tout. Quoi? C'est une femme. Alliot-Marie. Michel Alliot-Marie. Non, mais t'as pas le droit. Pourquoi j'ai pas le droit? Non, mais lui, il n'a pas le droit parce qu'elle a déjà dit. Mais je te donne le point. Michel Alliot-Marie, 1999. Non, parce que vous avez. Il a fini. Non, mais vous avez déjà dit un nom. Ouais, parce que tu t'étais trompé, ouais. Non, mais avant. Donc, il y a plus tu peux rappeler le règlement, s'il te plaît. Michel Alliot-Marie. J'accorde le point à qui, donc? À moi. Non. À moi, mais c'est personne. à moi. Mais dans ce cas, je lui dis Michel Alliot-Marie, c'est moi qui récolte le point. Tu n'as pas le droit. Écoute. Non, mais lui, il a parlé avant, vous aussi. Donc, fallait attendre que le troisième parle pour pouvoir rebondir. Non, ça c'est quand la question n'est pas finie, monsieur Mamie. Là, ma question était terminée. Après, chacun est libre. Donnez à Philippe, donnez. Allez. Je l'ai mis déjà. 3-1. Dernière question. Et il a déjà noté dans le tableau pour lui. 5e et dernière question. Je cherche un général et homme politique espagnol né en 1892. Ça peut être que Franco. Ça peut être que Franco, c'est une bonne réponse, monsieur Mamie. En 1892. Oui. Un général. J'ai pas bien entendu la règle, j'ai pas entendu la règle. Victoire de Boyaki. À Boyaki, il a 3 points. Il a 3 points. Un point pour Udikazi, un point pour monsieur Mamie. Voilà, ainsi se termine ce quiz. Bravo. On arrive tout doucement. Demain, rendez-vous, mes amis, dès 16h, on sera là, évidemment, avec notre invité Yessa. On va parler du collectif des femmes. Il a eu chaud quand même. Demande la jolie dans cette émission. Et Udikazi, merci. On rentre à la maison parce que la grève commence dans 1 heure, les amis. Donc, soyez patients si vous empruntez les transports, ça va être très compliqué. Il y a 11 lignes de métro fermées demain. Bonne soirée à tous et rendez-vous dans un instant avec la suite du Grand Forum dans la spéciale élection algérienne avec à mes côtés Yasmina Omad pour l'heure. Le journal, il est 18h. Bonsoir. Bonsoir à tous. J-1 avant, un jeudi plus que noir. Les parents s'organisent, les écoles seront nombreuses à être fermées demain. Mais la galère ne s'arrête pas là. Ce sont l'ensemble des services publics, transports compris, qui tourneront au ralenti. Vous entendrez dans ce journal le président de la Fédération des usagers. Nous parlerons aussi du dispositif de sécurité pour encadrer le cortège parisien. Le gouvernement craint la présence des Black Blocs. Vous avez le programme. La galère sera double demain pour les parents qui travaillent. Compliqué de se déplacer du fait de la grève contre la réforme des retraites, mais aussi obligation de trouver une alternative pour faire garder les enfants, comme dans le secteur des transports. Les principaux syndicats de l'éducation appellent les enseignants à la grève demain. Appel particulièrement relayé, Clémence Dubois-Texereau. Oui, Jean-Michel Blanquer parle d'un taux de grévistes de 55% dans les écoles en France, avec un pic à 78% à Paris, des instituteurs grévistes bien plus nombreux que les prévisions du ministère. Le ministère de l'Éducation l'assure, dans la mesure du possible, un accueil minimal sera proposé aux enfants. Seulement voilà, l'accueil est assuré par des agents municipaux qui prévoient eux aussi d'être en grève. Résultat, seules 3 écoles sur 10 seront totalement ouvertes, enseignants ou non. Les autres seront soit fermées, soit partiellement ouvertes, sans cantine ni garderie. La liste des établissements concernés se trouve sur le site de chaque académie. Et pour les chanceux, pour ceux et celles qui pourront amener leur enfant à l'école, les choses se compliquent dans les transports. Seuls 10% du trafic SNCF sera assuré, avec dans certaines régions aucun TER, TGV ou Intercité sur les rails. Galère aussi sur le trafic aérien, 20% des vols internes annulés. Dans les bus et les métros à Paris, Marseille ou Lyon ou Toulouse, il va donc falloir s'organiser, comme nous l'explique Jean-Claude Delarue,
Il est président de la Fédération des usagers des transports et services publics. Si ça ne dure qu'une journée, ce sera à passer par perdre des profits. En revanche, on peut craindre que le mouvement dure des jours et des jours. Et là, ça deviendra totalement insupportable pour les usagers des transports qui, je le rappelle quand même, ne sont pour rien dans le conflit actuel. Alors c'est la raison pour laquelle nous demandons donc aux syndicats et aux politiques de permettre aux cheminots de faire ce que nous appelons la grève de la gratuité, c'est-à-dire les trains roulent et les contrôleurs ne contrôlent pas. Des propos recueillis au téléphone de Boris Karlamov. Notez que le gouvernement présentait tout à l'heure son plan transport pour limiter la casse. Parmi les mesures, la réquisition des fameux cars Macron pour remplacer les bus de ville et les trains régionaux, des réductions sur les vélos et les trottinettes dans les grandes villes. Le gouvernement qui craint des violences dans les cortèges dans un contexte social particulièrement tendu. Il faut dire que 245 manifestations sont prévues à travers tout le territoire demain et que des Black Blocs pourraient bien se former. C'est en tout cas ce que craignent les autorités, notamment plusieurs centaines à Paris, d'où un dispositif de sécurité colossal, Clémence Lobary. Oui, mieux vaut prévenir que guérir, raison pour laquelle le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, confirme la fermeture de tous les commerces sur le parcours de la manifestation parisienne. Des contrôles seront effectués sur les grands axes de la capitale. Près de 6000 policiers et gendarmes seront mobilisés demain pour encadrer le cortège. Il partira à 14h de la gare du Nord direction la place de la Nation. La préfecture interdit en revanche tout rassemblement de gilets jaunes aux Champs-Élysées. Voilà ce qu'on pouvait dire de la mobilisation contre la réforme des retraites. Dans le reste de l'actualité, la création d'un office de lutte contre la haine, annonce de Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur était dans le Bas-Rhin ce matin à Westhofen, près de Strasbourg, où la nuit dernière, un cimetière juif a une nouvelle fois été profané. 107 tombes ont été marquées d'une croix gammée. Emmanuel Macron s'est exprimé à Londres en clôture du sommet de l'OTAN, sommet marqué par des dissensions entre les principaux membres. Il a annoncé l'invitation à Pau le 16 décembre prochain et des 5 présidents des pays du Sahel, comme le Mali et la Mauritanie, où les forces militaires françaises sont engagées dans l'opération Barkhane. Donald Trump, particulièrement excédé après avoir quitté Londres précipitamment, en annulant au dernier moment sa conférence de presse. Le président américain s'en est pris au rapport parlementaire des démocrates qui souhaitent sa destitution. C'est une vaste blague, a-t-il réagi. Enfin, réveil confirmé pour l'équipe de France féminine de handball au mondial japonais. Les Bleus ont battu l'Allemagne 27-25 ce matin. Une belle victoire après un début de mondial très compliqué. Écoutez la fierté de la capitaine tricolore Amandine Leno devant les caméras de Beansport. Je suis vraiment heureuse de ce résultat parce que on a su montrer la belle équipe de France soudée et je suis vraiment fière de ça ce soir. Tout ce que je retiens et ce que j'ai dit aux filles avant le match, c'était faut qu'on prenne du plaisir. On s'aime tellement, on est tellement bien tout ensemble qu'on peut encore faire mieux et mieux. C'est ce qu'on est en train de faire, donc j'espère que ce sera encore le cas après. Et prochain match vendredi face au Danemark. Il faudra sans doute gagner pour se qualifier pour le tour principal et rêver déjà de demi-finale. Et voilà pour l'actualité. Très bonne soirée à tous. France Maghreb 2, France Maghreb.